Rejetée par sa propre famille, elle est allée vivre avec les chevaux. Le motif choque. La nouvelle est arrivée un dimanche après-midi, alors que l'odeur du repas flottait encore dans la maison et que tout le monde était encore à table. Camille a fait sa valise calmement, comme quelqu'un qui sait qu'il fait ce qu'il faut, même si ça fait mal d'une façon qui n'a pas de nom. Elle a mis ce qui tenait, a fermé la fermeture éclair sans se presser, et est sortie par la porte d'entrée de la maison où elle avait grandi. Aucun de ses frères et sœurs n'a couru après elle. Sa mère est restée immobile sur la véranda, les yeux rouges, les mains jointes, mais la bouche fermée. Et ce fut tout, sans discussion, sans cri, sans rien. Cette femme a quitté sa propre famille un dimanche après-midi et tout le monde est resté là à la regarder partir. La plupart des gens qui entendent une histoire comme celle-ci n'arrivent pas à croire que ça arrive vraiment. Mais ça arrive. Et ça arrive précisément dans les familles qui paraissent les plus unies de l'extérieur. Celles qui déjeunent ensemble tous les dimanches, qui s'embrassent lors des fêtes, qui postent des photos souriantes. À l'intérieur, ce qui se passait là se construisait depuis des années, brique par brique, silence par silence. Ce que Camille avait fait pour être chassée de la maison n'était pas ce que la famille racontait. Leur version était une, la vérité était une autre. Et cette différence, cet écart entre la version et la vérité, c'est exactement là où vit cette histoire. Elle est allée directement dans un endroit qui l'attendait depuis plus longtemps qu'elle ne le savait. Un vieux domaine, hérité de son père, qui se trouvait à quelques heures de Lyon, sur un terrain ouvert avec de l'herbe sèche et un hangar en bois que le temps dévorait lentement. Il y avait un énorme châtaignier dans un coin qui poussait sans que personne ne le demande. Et il y avait 3 chevaux qui étaient restés après que le père n'ait plus pu travailler la terre et qu'un homme aux cheveux blancs, nommé M. Gaston, nourrissait encore de sa poche, chaque matin, le sac sur l'épaule et sans rien recevoir en retour. C'est M. Gaston qui l'a vu arriver. Il était appuyé contre la barrière quand la poussière s'est levée au bout du chemin de terre et que sa voiture s'est arrêtée. Il n'a rien demandé. Il a ouvert la barrière, a pris son sac de ses mains et a dit juste une phrase avec cette voix de quelqu'un qui a beaucoup vécu et a appris à parler peu. « Ton père a toujours dit que cette terre aurait besoin de toi un jour. » Camille n'a pas répondu. Elle est entrée, s'est assise sur les marches de la véranda et est restée à regarder les chevaux jusqu'à ce que le soleil s'en aille. La robe noire était encore sur elle. Ses cheveux blonds et longs, qu'elle n'avait jamais eu le courage de couper, étaient décoiffés par le vent de la route. Elle est restée là, immobile, les yeux ouverts et une douleur fermée dans la poitrine qui n'avait pas encore trouvé d'issue. Mais pour comprendre ce qui se passait là, il faut revenir un peu en arrière. Parce que cette histoire n'a pas commencé ce dimanche-là. Elle s'écrivait depuis des années, au sein d'une famille qui avait appris très tôt à balayer les problèmes sous le tapis et à continuer comme si de rien n'était. Camille était la fille du milieu. Elle avait un frère aîné, Mathieu, et une sœur cadette, Léa. Les 3 ont grandi avec le père qui travaillait dur au domaine et la mère, Madame Bernadette, qui s'occupait de la maison avec cette dévotion que sa génération connaissait si bien. Une vie simple, avec les difficultés habituelles, mais avec de l'affection. Du moins, c'est ce que croyait Camille. Mathieu a toujours été le préféré. Ce n'était pas une chose que la mère disait ouvertement. C'était cette chose que l'on ressent sans avoir besoin de mots. Le fils qui ne se trompait jamais, qui prenait les décisions, que tout le monde écoutait quand il parlait. Quand le père est tombé malade et n'a plus pu s'occuper du domaine, c'est Mathieu qui a tout repris. Ou du moins, c'est ce qu'il a fait croire à tout le monde. Mathieu avait 46 ans, il était grand, facile à parler et sourire aux lèvres. Il avait épousé Véronique, une femme aux manières raffinées qui n'avait jamais caché qu'elle trouvait la famille trop simple pour elle. Ils vivaient bien dans une belle maison avec une voiture neuve. Personne ne demandait d'où venait l'argent qui ne semblait pas correspondre au salaire qu'il avait. Environ 2 ans après que le père a perdu la santé et ne pouvait plus aller au domaine, Camille est allée voir sa mère un après-midi quelconque et a trouvé Madame Bernadette avec une pile de papiers sur la table de la cuisine, confuse, sans bien comprendre ce qu'elle signait. La mère avait 71 ans, ne voyait pas bien de près, et Mathieu avait laissé plusieurs documents en disant que c'était des trucs de banque, de la routine, qu'elle n'avait qu'à signer en bas. Camille a pris le premier papier et l'a lu. Puis elle en a lu un autre. Et un autre. Ce n'étaient pas des trucs de banque, c'étaient des autorisations, des transferts, des procurations avec des pouvoirs qui allaient bien au-delà de ce que n'importe quelle routine nécessiterait.
Elle est restée à regarder ses papiers pendant un temps qu'elle-même n'aurait su dire combien. Elle a tout plié, mis dans son sac, et a dit à sa mère d'une voix calme qui n'avait rien à voir avec ce qu'elle ressentait à l'intérieur. « Laisse-moi m'occuper de ça. » Elle n'est pas allée tout de suite parler à Mathieu. D'abord, elle a compris ce qui se passait vraiment. Elle a cherché une amie qui s'y connaissait en documents, lui a tout montré et a entendu ce qu'elle ne voulait pas entendre. Pendant près de 2 ans, Mathieu avait utilisé les papiers signés par sa mère pour déplacer de l'argent de compte qui appartenait à Madame Bernadette. Pas tout d'un coup, tout doucement, comme quelqu'un qui retire de l'eau d'un puits en pensant que personne ne remarquera le niveau baisser. Écoute, quand j'ai appris cette partie, j'ai dû m'arrêter un moment avant de continuer. Parce qu'il y a une cruauté là-dedans qu'on ne s'attend pas à trouver chez soi. Une cruauté silencieuse qui se cache derrière le sourire du déjeuner dominical. Camille a confronté Mathieu, seul chez lui, sans témoin. Elle a apporté les documents, les a posés sur la table et a attendu. Sa réaction n'a pas été le remords, ce fut la colère. Il a dit qu'elle exagérait, que c'était de l'argent qu'il allait rembourser, que la famille n'avait pas besoin de histoire. Et puis est venu ce qui a fait plus mal que n'importe quelle dispute. La voix calme, presque gentille, alors qu'il disait « Tu as toujours été difficile, Camille, toujours voulu te faire remarquer. Tu vas faire ça à la famille parce que tu n'as plus rien dans la vie ?» Elle est partie de là en tremblant. Pas de peur, d'un mélange de colère et de tristesse qu'on ressent quand on réalise que la personne qui vient de nous attaquer attendait cette brèche depuis longtemps. Dans les semaines qui ont suivi, la version de Mathieu est arrivée avant elle partout. Sa femme, Véronique, est allée de maison en maison, racontant que Camille traversait une période très difficile, qu'elle voyait des problèmes là où il n'y en avait pas. La première à entendre a été Léa, la sœur cadette, qui depuis l'enfance suivait Mathieu comme une ombre. Puis la version est arrivée jusqu'à la mère. Madame Bernadette a appelé Camille pour parler. Et dans cette conversation, la mère a fait quelque chose que Camille n'attendait pas et qui a fait mal d'une façon différente de tout ce qui était venu avant. Elle a dit d'une voix ferme de quelqu'un qui a déjà pris une décision « Tu te mêles de ce qui ne te regarde pas. Mathieu prend soin de moi. Laisse-le faire. » Camille a regardé sa mère. Elle a voulu parler. Mais que dit-on quand la personne qu'on essaie de protéger vous demande d'arrêter? Elle a encore essayé une fois. Elle a apporté les documents au déjeuner dominical, les a posés sur la table devant tout le monde. Mathieu avait la mâchoire serrée. Véronique s'est levée en disant qu'elle n'allait pas participer à ça. Léa est restée à regarder son assiette comme si l'assiette était la chose la plus intéressante du monde. Et Madame Bernadette s'est levée lentement, est allée dans la chambre et a fermé la porte. Le lendemain, Mathieu a appelé. La voix était contrôlée, froide. Il a dit que ce que Camille avait fait au déjeuner avait été une déloyauté envers la famille, qu'elle avait humilié sa mère devant tout le monde, que tant qu'il s'occuperait des choses, elle n'était pas la bienvenue dans la maison familiale. Et Léa n'a pas appelé. Elle n'a pas envoyé de message. Rien. C'est alors qu'est venu ce dimanche-là. La valise, la porte, la mère sur la véranda, la bouche fermée. Chers auditeurs, si vous aimez l'histoire, profitez-en pour laisser un like et surtout vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup. Nous qui débutons, maintenant je continue. Monsieur Gaston avait 68 ans. Il était maigre, la peau tannée par des décennies de soleil à la campagne. Il avait travaillé avec le père de Camille depuis qu'il était jeune et continuait de venir au domaine même après que le propriétaire n'ait plus pu y aller, parce que, comme il le disait lui-même, il ne savait rien faire d'autre au monde que de s'occuper de cet endroit. Il n'habitait pas là, mais il venait tous les matins, s'occupait des chevaux, voyait ce qu'il fallait faire, et repartait en fin de journée sans rien réclamer. Quand Camille arriva pour s'installer, il ne fit pas de cérémonie. Il nettoya une chambre qui restait dans le petit hangar, improvisa ce qu'il put, et traita tout comme naturel. Comme si elle était venue pour une visite qu'il attendait déjà. Les premiers jours furent difficiles d'une manière qu'elle n'avait pas de mots pour décrire. Ce n'était pas le manque de confort, c'était le silence. L'absence de tout ce qu'elle avait aimé toute sa vie. Elle se réveillait à l'aube en entendant les chevaux bouger dehors et restait allongée à regarder le plafond de bois fendu, essayant de comprendre comment elle en était arrivée là. Mais le jour, elle travaillait. Elle apprit de M. Gaston
ce qu'elle ne savait pas. Elle soignait les chevaux, parcourait la propriété, réparait ce qui tombait en morceaux. Et c'est dans ce travail physique, dans cette chose simple de mettre la main à la pâte, qu'elle trouva peu à peu une chose qu'elle ne savait pas qu'elle cherchait. Une sorte de paix qui n'était pas le bonheur, mais qui était honnête. Le cheval Bay, le plus vieux des trois, fut celui qui s'approcha d'elle le premier. Elle ne savait pas encore le nom que son père lui avait donné. Elle le demanda à M. Gaston un matin. « Votre père l'appelait Vaillant, » dit le vieil homme, sans cesser de nettoyer l'auge. « Parce que celui-là n'a jamais cédé à rien, ni tempête, ni maladie, toujours debout. » Camille resta silencieuse, puis elle posa la main sur l'encolure de l'animal, et le cheval resta tranquille, comme s'il la connaissait déjà. Des semaines passèrent. Camille commençait à trouver un rythme, une manière de vivre ce quotidien rugueux mais réel, quand une lettre arriva. Pas par la poste. Un jeune homme inconnu la porta à la main, la déposa à la barrière, la remit sans regarder dans les yeux et repartit. La lettre portait le nom de Mathieu, comme expéditeur. À l'intérieur, il y avait un langage juridique qu'elle dut lire 3 fois pour comprendre ce qui était vraiment écrit. C'était une notification. Mathieu prétendait que le domaine appartenait à la famille en commun, que Camille occupait l'espace sans l'autorisation des autres héritiers et qu'elle avait 30 jours pour libérer les lieux. Elle plia le papier, le posa sur la vieille table du hangar et resta à le regarder jusqu'à ce que M. Gaston arrive. Quand le vieux lut, son visage changea d'une manière qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Une gravité différente, plus lourde, comme celle de quelqu'un qui sait quelque chose qu'il gardait depuis longtemps. « Il y a une chose, » dit-il lentement, pesant chaque mot. « Votre père m'a parlé d'une chose avant de partir. Je n'y ai jamais touché parce que ce n'était pas mes affaires. Mais maintenant, je crois que vous devez voir. » Il alla dans un coin du hangar qu'elle n'avait pas encore exploré. Il écarta une bâche épaisse qui recouvrait une caisse en bois, ouvrit le couvercle avec précaution et en sortit une vieille enveloppe jaunie avec le nom de Camille écrit à la main sur le devant. L'écriture était celle de son père. Elle prit l'enveloppe et resta ainsi, immobile au milieu du hangar, avec cela sur les genoux. Parce qu'il existe un moment dans la vie comme celui-ci où l'on sait qu'après avoir ouvert quelque chose, les choses seront différentes. Et l'on veut rester un peu plus de ce côté-ci, avant de franchir cette ligne. Il y a des choses que l'on entend et que l'on sent que l'on connaît cette douleur de quelque part. Ce moment, cette image d'elle immobile avec l'enveloppe, est restée avec moi. Quand elle l'ouvrit, elle trouva 2 choses. La première était une lettre écrite par son père de sa propre main, expliquant que le domaine lui appartenait, qu'il avait fait documenter cela chez un avocat d'une petite ville à quelques heures de là, et qu'il n'en avait rien dit de son vivant, parce qu'il ne voulait pas donner l'impression de choisir un enfant plutôt qu'un autre, mais que le moment venu, elle saurait quoi faire de cette terre, qu'elle avait toujours su. La deuxième chose était une lettre de la mère, écrite des années plus tôt, avant que tout cela n'arrive. Une lettre où Madame Bernadette disait qu'elle savait que Mathieu avait une faiblesse qu'elle n'avait jamais réussi à corriger chez lui, qu'elle avait peur de ce que cela pourrait causer un jour, et que si le domaine revenait à Camille, au moins serait-il en de bonnes mains. La lettre n'avait jamais été remise. Peut-être la mère avait-elle changé d'avis. Peut-être n'avait-elle pas eu le courage. Ou peut-être l'avait-elle glissée dans la boîte du père, laissant le temps décider lui-même quoi en faire. Camille resta longtemps silencieuse, les 2 papiers à la main. Puis elle entendit un bruit à la barrière. C'était Chloé, 17 ans, la fille de Mathieu, que Camille avait élevée à moitié comme sa propre fille. Chloé avait grandi pratiquement dans les bras de sa tante parce que sa mère, Véronique, avait toujours été froide avec elle, d'une manière que Camille n'avait jamais su nommer. C'était Camille qui avait appris à la fille à faire du vélo, qui était restée éveillée des nuits entières quand elle avait de la fièvre, qui était allée à la remise des diplômes du lycée pendant que son père était en voyage. Un voyage qu'il avait jugé plus important. Chloé entra dans le hangar sans attendre d'y être invitée, serra sa tante dans ses bras avec une force qui ne correspondait pas à sa taille, et resta ainsi un long moment sans parler. Quand elle se sépara, son visage était mouillé. « Je sais tout, Tata. Depuis le début, je le savais, et je ne vais plus me taire. » Elle raconta tout. Qu'elle avait écouté les conversations de son père avec sa mère par l'entrebâillement de la porte, qu'elle était au courant des documents, qu'elle avait vu Véronique sourire quand la famille avait décidé d'éloigner Camille de la maison,
et que surtout, elle avait entendu sa grand-mère pleurer seule dans sa chambre quelques semaines plus tôt. Un petit sanglot doux, appelant le nom de Camille comme on prie. Camille écouta tout, puis elle montra l'enveloppe à sa nièce. Chloé lut les 2 lettres lentement. Quand elle eut fini, elle leva les yeux et dit « Alors il est temps que tu ailles la voir. » Je ne sais pas vous, mais moi, quand je suis arrivé à cette partie de l'histoire, j'ai pensé « Le courage, c'est ça. Ce n'est pas ne pas avoir peur. C'est y aller malgré la peur. » Ce ne fut pas facile. Camille savait que retourner dans cette maison signifiait affronter Mathieu, Véronique, Léa, tout le monde à la fois. Mais elle avait ce qu'il fallait. La vérité était de son côté, et elle avait une nièce de 17 ans qui avait choisi d'être du bon côté, même si le bon côté était le plus difficile. Chers auditeurs, si vous aimez l'histoire, profitez-en pour laisser un like et surtout vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui débutons. Maintenant, je continue. Elles y allèrent en voiture en fin d'après-midi. Camille avec sa robe noire et ses cheveux blonds flottant au vent, pareille à la femme qui était sortie par cette porte des semaines plus tôt, mais complètement différente à l'intérieur. Monsieur Gaston les accompagna, personne ne l'avait prévu. Il apparut simplement à côté de la voiture quand elle sortait, chapeau à la main, et monta à l'arrière sans rien dire. Camille le regarda dans le rétroviseur, et il lui rendit son regard avec ses yeux de quelqu'un qui a assez vécu pour savoir quand il doit être présent. Mathieu était à la maison. Il resta bouche bée en voyant les 2 sur le pas de la porte. Véronique apparut juste derrière lui avec ce sourire qui n'atteignait pas les yeux et tenta de fermer la porte en disant que ce n'était pas le bon moment. Chloé mit le pied en avant. « Laisse-les entrer, papa. » La voix de la jeune fille n'avait plus le ton de quelqu'un qui demande. C'était une affirmation. Madame Bernadette était au salon, assise dans sa chaise habituelle, le chapelet à la main et le regard lointain de quelqu'un qui a trop réfléchi. Quand elle entendit la voix de Camille, elle leva lentement le visage. Ses yeux allèrent de Camille à Chloé et quelque chose s'alluma en eux. Un mélange de peur et de soulagement que le visage de sa mère ne parvint pas à cacher. « Camille !» dit-elle. Camille s'approcha d'elle. Elle s'agenouilla devant la chaise, posa l'enveloppe sur les genoux de sa mère et parla doucement, en regardant au fond de ses yeux. « Maman, c'est toi qui as écrit ça. Tu le savais. Et je ne suis pas là pour te demander des comptes. Je suis là parce que tu es ma mère et parce que j'ai besoin que tu dises la vérité une fois, juste une fois. » Mathieu fit un pas en avant, mais M. Gaston était adossé à l'entrée de la pièce, les bras croisés, et cet homme de 68 ans, au regard de celui qui a beaucoup vécu, avait une présence qui arrêtait toute avancée sans qu'il ait besoin de dire un mot. Madame Bernadette regarda l'enveloppe. Elle reconnut l'écriture de sa propre main. Ses yeux se mirent à briller. Et alors, elle parla, à voix haute, assez fort pour que tout le monde dans la pièce entende chaque mot. « C'est moi qui ai écrit ça. Je l'ai écrit parce que je le savais, Mathieu. J'ai toujours su ce que tu faisais. Et je me suis tue parce que j'avais peur de te perdre. Parce qu'une mère fait des choses qu'elle ne devrait pas quand elle a peur de rester seule. Mais j'ai perdu ta sœur à cause de mon silence. Et ça, je ne l'ai pas supporté. » Le poids qui tomba dans la pièce à ce moment-là était de ceux qu'on ne ressent que quand la vérité trouve enfin une issue après être resté enfermé trop longtemps. Mathieu resta immobile. Sa bouche s'ouvrit et se ferma une fois, 2 fois, sans un son. Véronique prit son sac sur le buffet et sortit par la porte de derrière sans regarder personne. Léa était adossée au mur, le visage rouge, les yeux pleins de quelque chose qu'elle ne savait pas encore si c'était de la honte ou du soulagement, ou les 2 à la fois. Ce fut elle qui parla, la voix étranglée. « Ça suffit, Mathieu. Je le savais aussi. Je ne voulais tout simplement pas le savoir. Mais maintenant, on ne peut plus faire semblant. » Ce qui se passa dans les heures qui suivirent fut une de ces conversations qu'une famille passe des années à essayer d'éviter et qui, lorsqu'elle a enfin lieu, n'a rien d'ordonné. Tout sortit d'un coup. La colère, les pleurs, la honte avalée si longtemps. Mathieu devint rouge, puis silencieux, puis baissa la tête. Il ne s'excusa pas ce jour-là, mais il ne nia rien. Madame Bernadette resta toute la nuit main dans la main avec Camille. Dans les semaines qui suivirent, les choses ne revinrent pas à ce qu'elles étaient. Une blessure ne disparaît pas comme ça d'un coup. Léa mit du temps avant de pouvoir appeler sa sœur, et quand elle appela, elle ne parvint à dire qu'elle était désolée qu'avant de se mettre à pleurer.
La situation des documents fut résolue sans scandale public, mais sans échappatoire pour Mathieu. Ce qui avait été pris fut rendu en présence d'autres personnes que la famille, qui veillèrent à ce que l'accord soit respecté. Véronique resta à l'écart. Chloé alla vivre un moment chez sa grand-mère. Le domaine revint à Camille, enregistré à son nom avec les documents que son père avait gardés et que l'avocat de la petite ville voisine de Lyon confirma comme valides. Un dimanche matin, environ 3 semaines après tout cela, Madame Bernadette demanda à aller au domaine. Camille vint la chercher tôt, la rosée encore sur l'herbe. Elles arrivèrent alors que le soleil commençait à chauffer et la mère resta plantée à la barrière, regardant tout avec un calme que Camille ne lui avait pas vu depuis longtemps. « Je veux voir les chevaux, » dit la mère. Monsieur Gaston amena Vaillant avec sa patience habituelle. Il aida Madame Bernadette à s'approcher, posa sa main sur l'encolure de l'animal et resta à ses côtés tandis qu'elle demeurait ainsi silencieuse, à ressentir. « Ton père adorait cet endroit, » dit la mère, la voix toute petite, pleine de choses enfouies. Il disait que c'était le seul endroit au monde où il pouvait vraiment respirer. Camille ne répondit pas. Elle passa son bras autour des épaules de sa mère et elles restèrent là, toutes les deux, à regarder le champ ouvert, avec Vaillant broutant à côté et les 2 autres chevaux tranquilles plus au fond et la lumière du matin dorée, sur tout. Cet après-midi-là, quand le soleil a commencé à descendre et que le champ a pris cet orange comme si la nature montrait qu'elle savait encore être belle, Camille monta sur Vaillant et se rendit au milieu du champ. Elle resta là, immobile, face au vieux hangar en bois au toit de zinc tordu, le vent remuant ses cheveux. Elle prit une profonde inspiration. Elle avait été rejetée par sa famille. Elle était partie, sa valise à la main, d'une maison qu'elle croyait être la sienne. Elle avait passé des semaines, les mains calleuses, à réparer un endroit que tout le monde avait abandonné. Elle avait beaucoup perdu, et elle avait trouvé, au milieu de tout cela, une clarté dont elle ignorait avoir tant besoin, celle de qui elle était et de ce à quoi elle n'était pas prête à renoncer. Parfois on perd pied en pensant qu'on perd tout, mais sous la terre qui s'effondre, il y a une autre terre, plus solide, plus honnête, plus tienne. C'était ici qu'elle appartenait. Ça avait toujours été le cas. Fin de l'histoire. Cette histoire m'est parvenue d'une manière qui est restée. Parfois on confond loyauté et silence, et on le paie cher. Et parfois la personne qui semble la plus forte est justement celle qui a le plus peur de perdre. Raconte-nous ce que tu en as pensé, et d'où tu regardes aujourd'hui. Tu penses que Camille a fait le bon choix? Laisse dans les commentaires, je lis tout avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup pour ta compagnie. N'oublie pas le like et, le plus important, de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires.